Ravi de vous retrouver dans ce journal dont voici les principaux titres. Le comité syndical de la santé et de l'action sociale de l'hôpital Gabriel Touré observe depuis hier une grève de 72 heures. Il accuse la direction de mauvaise gouvernance alors que l'administration rejette l'accusation et renvoie les grévistes au ministère de la Santé. Contrairement aux autres localités du Mali, la rentrée scolaire est fortement perturbée par une grève des élèves à Ségou, le bureau de la coordination des élèves et étudiants du Mali AIM qui exige de meilleures conditions d'apprentissage a fait sortir les élèves pour le reste de la semaine. C'est parti pour les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Le ministre de la Santé et du Développement social appelle à plus de solidarité envers les personnes démunies, notamment les personnes âgées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement vôtre. Une grève de 72 heures est en cours depuis ce lundi 2 octobre 2023 au CHU Gabriel Touré de Bamako. Selon le comité syndical de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, cet arrêt de travail fait suite à la non-satisfaction de leurs doléances, mais aussi la mauvaise gouvernance de l'hôpital. La direction du CHU rejette les accusations et invite les grévistes à prendre conscience des conséquences de leurs actes. Compte rendu, la Diakité. Les grèves se succèdent depuis 4 mois au CHU Gabriel Touré. Après un mois de trêve, le comité syndical de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a repris le 2 octobre les arrêts de travail avec 72 heures de grève. Selon le secrétaire général adjoint du comité syndical, les doléances s'articulent autour de 4 points. La grève est très suivie, très largement suivie. C'est une grève qui a débuté, pour rappel, depuis le 31 mai 2023. Donc ça fait aujourd'hui 4 mois que nous sommes en grève. Donc 4 mois de grève est largement suivi par un personnel. Il faut dire que c'est rare de voir ça dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons entamé la grève. Donc les 4 axes majeurs, c'est l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière, l'amélioration des conditions d'accueil de soins et d'hospitalisation, et l'amélioration des conditions de vie du personnel et puis le respect des engagements pris. Voilà, entre autres, ce que nous revendiquons. Gabriel Touré est aujourd'hui l'une des structures sanitaires du Mali, c'est-à-dire les plus mal gérées. C'est un hôpital qui est très mal géré, un hôpital très sale. N'importe quelle salle, y compris les salles qu'on appelle salles VIP, rentrer dedans, c'est des cafards, c'est des insectes de tout genre. Et c'est des conditions d'hospitalisation déplorables. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, trouver du simple papier pour prescrire une ordonnance à Gabriel Touré devient un problème. Quant à la direction de l'hôpital, elle ne reconnaît pas les accusations des grévistes. Selon le directeur général adjoint, la grève qui sévit au CHU Gabriel Touré est rejetée par le ministère de la fonction publique et du dialogue social. Sur les 4 principales revendications, soutient-il, 3 ne relèvent pas des responsabilités de la direction de l'hôpital, mais plutôt celles du ministère de la Santé. Mais ce qu'il faut dire, je parlais tantôt des différents points de revendication. Je pense que ça, c'est important. Le premier point, je l'ai évoqué. Le second point, je l'ai évoqué, qui n'est pas du ressort, effectivement, de l'administration de l'hôpital. Et quand on prend le troisième point aussi, qui parle de ce qu'on appelle des activités personnalisées au niveau de l'hôpital, je pense que ce problème est aujourd'hui au niveau du cabinet du département de la santé, qui doit se prononcer par rapport à ça. Donc ça ne revient pas non plus d'une responsabilité de l'hôpital. Ce que je peux dire aujourd'hui, nous avons des services d'entretien au niveau de l'hôpital. Sinon, je pense qu'il y a 3 ONG qui s'occupent de l'entretien de l'hôpital. Et c'est un entretien qui est externalisé, qui a été externalisé. Et nous avons aujourd'hui 3 ONG qui s'occupent effectivement de l'entretien de l'hôpital. Le comité syndical se réjouit de l'effectivité de la grève qui paralyse les activités au sein du plus important CHU de Bamako. Toutefois, le service minimum est assuré. À Ségou, la rentrée scolaire a été perturbée par une grève d'une semaine décrétée lundi
par le bureau local de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM. L'AIM réclame plus de conditions d'apprentissage. Plusieurs écoles publiques sont confrontées à des problèmes de table-banc et de l'état défectueux des salles de classe. En plus de ces difficultés, 137 écoles sont fermées dans l'académie d'enseignement de Ségou à cause de l'insécurité. Pour plus de détails, écoutons le directeur de l'académie d'enseignement de Ségou au micro de notre correspondant Mohamed Lamine Sorouba. Bon, avant la rentrée, nous avons tenu des rencontres préparatoires à tous les niveaux. D'abord au niveau de l'académie avec les différents acteurs, les parents d'élèves, les CGS, les syndicats, les responsables administratifs, les DECAP, les proviseurs, pour leur donner des directives. D'abord, celles qui viennent édictées par le ministère de l'Éducation nationale et les initiatives que nous avons prises au niveau de l'académie afin que l'année 2023-2024 se passe dans de bonnes conditions. Ce matin, nous nous sommes rendus dans les écoles avec les officiels, le gouverneur et tout son staff, le maire, les parents d'élèves, les CGS, pour constater si la rentrée des classes est effective et assister à l'exécution des leçons modèles qui ont été déjà préparées à cet effet. Mes impressions sont très bonnes. C'est vrai, l'AM est mal entrée dans l'année parce que par endroits, ils ont perturbé la reprise du cours. Et je crois que le gouverneur a pris des dispositions pour que les calmes reviennent et que les cours démarrent normalement. Mon message, c'est d'abord à l'endroit de tous les acteurs. D'abord les parents d'élèves. Il faut qu'ils nous aident, il faut qu'ils s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants, dans leur activité d'apprentissage, parce que les enseignants ne sont pas les seuls comptables. À présent, je vous propose d'écouter les principales doléances du bureau local de l'Association des élèves et étudiants du Mali, Bakary Fomba, qui s'exprime ici au micro de notre correspondant à Ségou. Tout d'abord, je salue tout le monde. Nos doléances, on les a posées au niveau des autorités en charge de l'éducation et qui sont les suivantes. Nous avons demandé au sein de certaines écoles publiques, et il y a l'insuffisance de professeurs là-bas. Nous avons demandé à ce qu'on y envoie d'autres professeurs, comme le lycée public de Paraouli et à l'IFP de Djabadi, ainsi qu'au centre d'enseignement technique et industriel de Ségou. Et aussi, nous avons demandé l'équipement des salles de pratique avec des machines neuves en qualité et en quantité. Nous avons aussi demandé l'équipement des salles d'informatique dans tous les différents lycées et les écoles secondaires fondamentales. Et nous avons aussi demandé à ce que les toilettes soient en bonne condition d'utilisation. Et nous avons aussi demandé au niveau de l'IFM l'internat pour les camarades élèves maîtres de là-bas, parce que quand certaines personnes n'ont pas eu de tuteur, vraiment ça sera difficile pour eux de traverser une meilleure année dans les meilleures conditions de vie, parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Donc nous avons aussi demandé des salles de classe dans certains établissements, comme le lycée public de Ségou, l'IFP de Ségou, le centre d'enseignement technique industriel de Ségou et l'IFM de Ségou. Donc nous avons aussi demandé l'équipement des salles d'infirmerie et avec des médicaments pour les premiers soins au cas où on venait à avoir un mal à l'aise à l'école. Mais force est de constater que depuis le jour où nous avons déposé les doléances, nous avons effectué les démarches, mais rien n'a été mis au point pour satisfaire ces revendications. Donc, telle était la cause de la sortie du 2 octobre.
Tombouctou, la rentrée scolaire 2023-2024 est effective depuis hier, lundi 2 octobre 2023. Dans la cité des 333 saints, c'est l'école Santao qui a servi de cadre au lancement des activités d'ouverture des classes cette année. C'est ce que nous dit notre correspondant Boubacar Djiti. Montée des couleurs. Leçons modèles sur le méfait de l'utilisation du téléphone à l'école ont été les temps forts qui ont marqué cette première journée de la rentrée scolaire devant les autorités administratives, régionales et politiques à Tombouctou. Très émis par l'effectivité de la rentrée des classes, malgré le contexte sécuritaire qui prévaut dans la région, le représentant du gouverneur n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux élèves. C'est la rentrée scolaire 2023-2024 et nous sommes venus vous souhaiter une très bonne rentrée, beaucoup de courage, beaucoup de succès et surtout, j'insiste sur un mot, la discipline. Il faut de la discipline et il faut observer le respect à l'égard de vos professeurs. Cela est très important. Et comprenez que vous êtes l'avenir de ce pays. Les plus hautes autorités font énormément d'espoir pour vous pour relever le défi. De l'école SAB Santao, en passant par Bahadou, Yeyel Kaya et le lycée Elmat, la rentrée scolaire est effective. Toutes les dispositions sont prises pour le bon démarrage des cours. Concernant les écoles actuellement fermées à cause de l'insécurité, des assurances ont été données pour leur réouverture. Les dispositions ont été prises, on a envoyé les différentes dates, tout ce qui doit être fait avant la rentrée. Donc, a été fait. Et je peux vous dire que tout est prêt, la rentrée a été effective. Et en ce qui concerne les écoles fermées, nous souhaiterons que cette année, on élimine les écoles fermées. Il y a eu des concertations avant la rentrée et des engagements ont été pris pour essayer de rouvrir nos écoles qui étaient fermées. Tous les examens, c'est pourquoi dès le premier jour de la rentrée, il faut qu'on comprenne, il faut prendre le sérieux de tout ce qu'ils font à l'école, voilà, de se préparer et surtout de se méfier surtout des téléphones. Parce que vous avez vu la leçon modèle qui porte les méfaits des portables. C'est vrai que le téléphone a des avantages, mais aussi des inconvénients. Ils doivent savoir utiliser les téléphones. Comme on peut le constater, malgré les nombreux efforts consentis pour la réouverture des écoles fermées dans le pays, beaucoup des écoles restent fermées à cause de l'insécurité. Comme dans plusieurs localités du pays, ils étaient plusieurs milliers d'enfants à reprendre le chemin de l'école ce lundi 2 octobre. Une rentrée qui se fait sur fond de quelques difficultés liées notamment à l'insuffisance des salles de classe. Idrissa Diallo, Sikasso. C'est l'Institut de formation de maître de Sikasso qui a été choisi par les autorités administratives et politiques pour le lancement de la rentrée scolaire 2023-2024. Ici, comme dans plusieurs établissements, enseignants et apprenants sont au rendez-vous. Place à la leçon modèle sur les impacts de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires. C'est déjà une alerte en début d'année pour ces enfants-là, c'est vraiment une alerte que ces gens comprennent vraiment que l'utilisation de ces téléphones, ce n'est pas interdit, mais il s'agit de savoir comment les utiliser. Donc je dirais aux enfants, à nos élèves, d'utiliser à bon escient le téléphone, de laisser les TikTok, les Facebook, et d'utiliser les téléphones pour les recherches. Parce que le constat est que les enfants ont aussi abandonné les bibliothèques et de se consacrer à la lecture. Les syndicalistes de l'éducation, tout en demandant aux autorités de respecter les engagements pris, invitent leurs militants à plus de professionnalisme dans l'exécution de leurs tâches. Nous sommes vraiment confiants, nous allons commencer à travailler et honorons nos engagements. Il s'agit là de bien travailler, mais nous allons également inviter les autorités vraiment à respecter également leur engagement vis-à-vis des enseignants. En tout cas, nous attendons encore pour qu'ils puissent vraiment diligenter et qu'on puisse vraiment avancer et pour avoir une année vraiment apaisée. Heure de la ville de Sikasso, nous sommes à Sirakoro 2e cycle, route de Boaké. Le décor reste le même. Le seul problème récurrent, c'est l'insuffisance des salles de classe pour accueillir les effectifs de plus en plus élevés, d'où ce cri de cœur. Nous sommes confrontés à ce problème puisque les effectifs sont très élevés. Donc nous attendons surtout des partenaires s'ils peuvent
nous appuyer avec la construction d'une nouvelle salle de classe. Un peu plus loin, à 75 km de Sikasso, à Niena, le directeur du centre d'animation pédagogique et les autorités locales, après avoir sillonné les écoles, ont lancé un appel aux parents d'élèves. Aujourd'hui, la moralisation des fait sa marche, mais il faut que les parents soient complices. Parce que l'enfant ne peut pas avoir le téléphone de lui-même. C'est les parents qui les achètent. Et si nous disons que pour avoir de bonnes performances scolaires, il faut que les enfants utilisent le téléphone autrement, mais pas pour des fins inutiles qui ne font que nuire à leur performance scolaire. À noter que cette rentrée scolaire 2023-2024 a été marquée par la dispense de leçons modèles sur les dangers du téléphone portable sur les performances scolaires, mais aussi sur l'éducation et les valeurs au niveau de plusieurs établissements scolaires des 7 centres d'animation pédagogique. Actualité dans un autre registre, le ministre de la Santé et du Développement social a donné le coup d'envoi du démarrage des activités du mois de la solidarité à travers le lancement officiel de la caravane santé du 3e âge. Initiée par la fondation d'entreprise Orange Mali, cette activité a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement pour l'amélioration de la santé des populations, particulièrement celle des personnes âgées. C'était ce mardi à la Maison des aînés de Bamako, compte rendu Adam Tangra, Zakaria Oumar Keïta. À l'instar des années précédentes, la fondation d'entreprise Orange Mali a procédé au lancement de sa traditionnelle caravane ophtalmologique de consultation et de chirurgie gratuite de la cataracte. Cette année, la fondation a décidé d'accorder une attention particulière aux personnes âgées. En effet, cette année, la caravane ophtalmologique sera couplée à une caravane de consultation médicale pour les personnes du 3e âge en médecine générale, cardiologie, urologie et diabète. C'est là en soutien aux efforts du ministre de la Santé et du Développement social. La santé est un axe d'intervention prioritaire de la Fondation d'Orange Mali. Pour 2023, elle investira plus de 450 millions dans différentes actions. Le président du Conseil national des personnes âgées a remercié le ministère de la Santé et la Fondation Orange pour la considération à leur égard. C'est le lieu donc de remercier Madame le ministre de la Santé et du Développement social pour son accompagnement constant dans la mise en œuvre des activités du mois de la solidarité, essentiellement à la faveur des personnes âgées. Mesdames, Messieurs, chers invités, depuis plus de 20 ans, le partenariat entre la Fondation Orange Mali et le Programme national de santé oculaire en relation avec le Conseil national des personnes âgées du Mali se renforce davantage. Il me plaît donc de féliciter la Fondation Orange Mali ainsi que le Programme national de santé oculaire pour les contributions dans l'organisation de la caravane santé 3e âge et qui seront initiées tout au long du mois de la solidarité. Le ministre de la Santé et du Développement social a invité les Maliens à être solidaires les uns envers les autres. La 28e édition est dénommée, je cite, « La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali courant ». Durant tout le mois, j'exhorte tous et tout un chacun à penser et aider tous ceux qui sont dans le besoin. À noter que cette caravane qui se déroulera du mois d'octobre au mois de décembre prévoit de réaliser plus de 5000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte. Et par ailleurs, la session d'octobre du Conseil national de transition s'est ouverte hier lundi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Durant 3 mois, les conseillers vont examiner 23 projets de loi, y compris la loi des finances 2024. C'était en présence du Premier ministre, Dr Shogel Kukalamaïga. Le président du CNT, dans son discours, a longuement évoqué la situation politique et sécuritaire du pays. Écoutons-le. Notre session, qui commence ce jour, premier lundi du mois d'octobre de l'an 2023, est de tradition consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances. En plus du vote de la loi des finances initiale, d'autres textes seront examinés au cours de cette session avec diligence requise chaque fois que le besoin l'exige. Déjà sur le bureau du Conseil national de transition, nous avons enregistré 23 dépôts. Quel crime abominable que de s'attaquer à un bateau de transport civil dont la majorité des passagers est constituée de femmes et d'enfants.
Qu'en disent les fameuses organisations internationales des droits de l'homme, les organisations sous-régionales, régionales, la communauté internationale s'y pompe à ruer dans les brancards. Le Mali demeure un et indivisible. Il est notre bien commun. Il est inadmissible. Je dis bien qu'il est inadmissible qu'un groupe d'individus de quelque lieu que ce soit viennent saper les bases de l'unité nationale. Tout peut être négocié ici au Mali, sauf la partition du pays. Et les Maliens sont prêts à se sacrifier pour préserver leur souveraineté. Monsieur le Premier ministre, par rapport à l'épineuse question de l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, nous demandons au gouvernement de communiquer plus. Il en est de même du délestage, que les efforts fournis et les enjeux actuels qui dépassent souvent le contexte national soient expliqués. Sur l'observation du deuil national, il faut aussi expliquer pourquoi il est décrété et comment l'observer. Le deuil national, lorsqu'il est décrété, doit être respecté. Rien n'est plus désagréable que des scènes de jouissance. Il est temps que les anciennes puissances néocolonialistes comprennent que rien ne sera plus comme avant, parce que dans toute puissance se trouve une impuissance, et dans toute impuissance se trouve également une puissance. Le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre à l'ouverture de la deuxième édition du Symposium national sur le contenu local ce samedi 30 septembre 2023. Initié par le Front pour l'émergence et le renouveau du Mali, Faire Mali, ce symposium rassemble les décideurs et les acteurs clés du secteur pour discuter des défis et des opportunités liées au contenu local. Oumar Kouita, Mohamed Touré pour les détails. L'industrie minière est un moteur important pour la croissance économique au Mali. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que cette croissance soit soutenue par une politique de contenu local qui permet de maximiser les retombées pour les communautés locales. Conformément au nouveau code minier promulgué le 28 août 2023, ce symposium est un forum de dialogue crucial pour la promotion du contenu local. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous pencher sur la loi, sur les conditions à créer pour que nos entreprises, nos sous-traitants, nos commerçants, nos acteurs économiques en général puissent être en mesure de répondre aux critères d'éligibilité des différents marchés qui seront distribués dans les mines. C'est une manne à gagner de plus de 2000 milliards de francs CFA et nous comptons faire en sorte que les Maliens puissent capter au moins 60% de cette opportunité financière et économique, et cela passera forcément par la qualité de la prestation des opérateurs économiques du Mali. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais également saluer chaleureusement l'initiative de Faire Mali ainsi que la volonté du gouvernement dans l'approbation de la loi régissant notre secteur. C'est un moment historique qui ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour l'industrie minière malienne. Après avoir salué l'adoption du nouveau code minier, le président d'IFER Mali a invité les différents acteurs à s'engager pour son application au profit des communautés. Les Maliens sont contents parce qu'on a une loi. Faire Mali est joyeux parce que nous avons une loi. Les acteurs, APVRM et autres sont contents parce que nous avons une loi. Mais au bout de quelques mois, au bout de quelques années, le peuple malien va nous interpeller. On va nous demander où sont ces richesses dont vous avez autant parlé sur les médias au cours des symposiums et entre autres. Mesdames et messieurs, le défi est le vôtre pour faire en sorte que la loi, l'opportunité que les autorités de la transition malienne et tous les acteurs du secteur minier nous ont offert soit transformée en richesse et en prospérité pour le bonheur du peuple malien et pour le bonheur de l'ensemble des acteurs miniers du Mali. À rappeler que le thème retenu pour cette deuxième édition est le contenu local au Mali, quelle gestion efficiente pour la durabilité. Cette triste nouvelle avant de boucler ce journal. Madame Diarra Lala Camara, membre de l'Espoir pour la République et la démocratie et cadre
du ministère de l'Environnement est décédé ce lundi 2 octobre 2023 des suites d'une longue maladie à l'âge de 57 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce mardi à Ilmadio Zerni. Selon sa famille biologique, politique, ses amis et ses collègues, Lala a toujours été réconciliante et soucieuse du travail bien fait. Suivons ces témoignages recueillis par Amadou Diarra, Omar Koïta et Ibrahim Daou. Quand elle est arrivée dans notre famille, elle a tenté, même les réticents, elle a tenté de rassembler tout le monde. Donc rentrer par la même porte et sortir par la même porte. Vous-même, vous voyez, ce que vous voyez là, ça peut se raconter. Parce que si ce n'est pas sa bonté, il n'y aura pas tout ça là. Voilà. Ce n'est pas l'argent qui a fait venir les gens, mais c'est son comportement, son honnêteté, sa franchise. Voilà, c'est pour... Je garde de Lala Camara une femme très gentille, une camarade exemplaire. Elle va nous manquer. Je n'ai vraiment pas beaucoup de mots à dire. Je profite pour saluer également son parti politique. Je les ai vus tous ici. Il a toujours mis l'ensemble des camarades avant sa propre personne. Pourquoi j'ai dit que c'était une militante. Une militante, c'est-à-dire qui travaille jour et nuit pour la cause de l'ensemble, la cause du parti, la cause du pays. Dans ce point, je le souligne d'abord. Son militantisme, son engagement politique pour la cause du Mali. Deuxièmement, est un cadre qui a bien étudié, qui a occupé des postes extrêmement importants. Et dans ces postes, elle a fait preuve de courage, de technicité. Tout le monde a vu en elle un cadre compétent. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.